que vous allez bien en ce dimanche, que vous avez passé un bon week-end, que vous vous reposez tranquillement, que vous profitez bien, que vous avez des belles lectures, bref, que vous êtes chill schlagos chez vous. Je vous accompagne du coup dans ce petit moment de schlagosserie avec une nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'ai envie de vous parler de livres que je vois pas suffisamment sur les réseaux sociaux alors qu'il y en a certains qui sont vraiment des pépites. Je vous ai fait une petite sélection de 5 sagas qui vont pas plus loin que la trilogie, voilà c'est duologie ou trilogie maximum que je vous présente aujourd'hui, qui sont très peu mises en avant, ou alors beaucoup moins que certaines autres œuvres, alors qu'elles valent tout autant le détour. On commence avec la trilogie des Loups Dorés de Roshani Chokshi, éditée chez De Saxus. Donc là, j'ai le tome 1, le tome 2, le tome 3 est en cours de traduction et sortira chez De Saxus le 8 juin, si je dis pas de bêtises. Le premier tome, il s'agit des Loups Dorés, le deuxième tome, il s'agit des Serpents Argentés, et le troisième tome, donc c'est The Bronze Beast en anglais, et ils l'ont traduit par les créatures de bronze, il me semble. Dans cette saga, on suit un groupe de 6 personnages, 6 adolescents, jeunes adultes je crois, qui ont tous des aptitudes un peu particulières, qu'il s'agisse d'aristocrates, de danseurs, d'ingénieurs, d'historiens ou encore de voleurs. Ils vont se retrouver tous ensemble unis dans une quête pour rechercher un artefact particulier qui appartient à la famille de l'un des deux aristocrates, qui est en fait un aristocrate déchu, et retrouver cet artefact lui permettra d'être rétabli dans sa famille et donc récupérer son héritage. Étant donné qu'il s'agit d'une saga un petit peu fantasy, fantastique, il va effectivement y avoir des histoires de magie, d'invocation, de runes anciennes et autres joyeusetés de ce genre qui vont venir un petit peu ponctuer le récit et surtout mettre un petit peu de fil à retordre dans l'histoire de nos aventuriers. Pour ma part, je n'ai lu que le premier tome pour le moment et c'est vrai que ça fait un petit peu wannabe Six of Crows comme histoire, puisqu'il y a ce côté fan family trope, il y a ce côté organiser toute une expédition. Dans le cas de Six of Crows, c'était un casse. Là, dans ce cadre-là, c'est plus ou moins ça aussi, puisqu'il s'agit de récupérer un artefact qui a disparu, qui a été volé, etc. Après, moi personnellement, j'ai vraiment beaucoup aimé cette histoire. En plus de ça, ça se passe à la période de la révolution industrielle à Paris, donc il y a tout un truc avec la Tour Eiffel, la construction de la Tour Eiffel. Il y a un côté du coup un peu steampunk aussi, qui rajoute vraiment un petit truc en plus que j'aime beaucoup. J'ai trouvé les personnages hyper attachants. Bon, de toute façon, la fan family trope, pour moi, c'est une de mes tropes préférées de tous les temps. Là, tous les personnages étaient attachants et ils avaient chacun leur caractère, leurs aptitudes, leurs particularités et surtout leurs talents qui sont bien exploités, je trouve, dans le roman. Ça a vraiment permis à ce que le déroulé de l'histoire, toute la quête, ce qui a été mis en place, se déroule de manière hyper fluide et vraiment j'avais pas envie de lâcher le livre, j'étais bien dedans et la plume du coup de l'autrice donne vraiment ce petit goût de nous en donner un petit peu pour qu'on ait envie de gratter un peu plus loin. Et puis les personnages avec leur caractère bien trempé et bien à eux, franchement on a envie de partir avec eux à l'aventure et c'est d'ailleurs pour ça du coup que je vous le recommande. Si vous aimez tout ce qui est fan family trope, un peu à la Six of Crows, franchement foncez parce que je pense que ça va vous plaire. Il y en a beaucoup qui l'ont critiqué en mode oui c'est trop comme Six of Crows, je suis pas forcément d'accord. Et honnêtement, pour moi, on peut aimer l'un et aimer l'autre aussi, ça n'empêche pas, donc si jamais, donnez-lui sa chance parce que ça vaut vraiment le détour. J'aimerais ensuite vous parler d'une duologie un petit peu science-fiction, fantasy. Déjà, est-ce qu'on peut parler de ces couvertures qui sont absolument incroyables? Il s'agit donc de la duologie de la Cité du Ciel de Amy Oig, éditée à la collection R. Dans cette histoire, on suit Sarah Lighthaven, Sarah qui est une céruléenne, c'est-à-dire une habitante d'un monde un petit peu particulier, d'une planète en fait qui gravite autour d'autres, qui se déplace de planète en planète en s'accrochant via un cordon aux planètes en dessous d'elle pour rester là, s'ancrer, et c'est un pays et c'est une planète qui est relativement nomade, qui est faite pour bouger. Cette cité, donc la Cité du Ciel, est une cité entièrement peuplée de femmes qui ont toutes des pouvoirs magiques dans leur sang, des pouvoirs de guérison, des pouvoirs de lumière aussi, je crois, je sais pas exactement, mais qui ont toutes des pouvoirs un petit peu particuliers. Et Sarah, du coup, vit dans ce monde-là, et elle a un petit peu du mal à se faire sa place, à savoir quel est son rôle au sein de la communauté des Céruléennes, et surtout elle est très très fascinée par le monde auquel la Cité du Ciel est attachée, et surtout très fascinée par le cordon qui relie la Cité du Ciel et la planète à laquelle elle se rattache pour le moment. Cette obsession pour le cordon a d'ailleurs tendance à un petit peu inquiéter la prêtresse de la communauté, qui n'aime pas trop qu'on se pose des questions sur ce genre de sujet-là. La Cité du Ciel, qui est donc supposée être très très nomade comme cité, est en fait ancrée à la même planète depuis beaucoup d'années maintenant, et il a d'ailleurs temps pour eux de s'en aller, et pour rompre le cordon et permettre à la cité de bouger, il faut qu'une céruléenne se sacrifie pour rompre le cordon, donc se suicide en fait. Et il se trouve que la céruléenne désignée pour faire ce sacrifice, c'est Serra. Le problème étant que le sacrifice ne marche pas, Serra survit à la chute, et surtout le cordon reste intact, et la Cité du Ciel ne s'en va pas et reste attachée à la planète en question. On va donc se retrouver avec une Serra complètement perdue dans un monde qu'elle ne connaît pas, qui se retrouve propulsée quelque part où elle ne sait rien, elle ne sait même pas si elle peut survivre dans ce monde-là, et on va la suivre dans sa quête
d'essayer soit de trouver un moyen de rompre le cordon, soit de remonter dans la Cité du Ciel pour qu'est-ce qui s'est passé les frérots en fait. C'est un univers hyper original. La société des Cyriennes, c'est une société entièrement matriarcale, il n'y a que des femmes dans cette société-là. C'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé, il y a un côté très féministe, très sororité également. J'ai aussi beaucoup aimé le côté un peu science-fiction. On est entre de la fantasy et de la science-fiction, parce qu'il y a ce côté un peu planète descendre parmi les hommes, etc. Et il y a aussi un peu ce côté magie des Céruléennes. Donc c'est un peu un hybride que j'ai trop aimé. Les personnages secondaires aussi étaient hyper attachants, que ce soit Léo et Agnès, donc les personnes que Serra va rencontrer sur la planète où elle s'est écrasée, ou que ce soit Lila, donc la meilleure amie de Serra, qui elle est restée sur la Cité du Ciel. Et d'ailleurs, on va suivre un petit peu les deux points de vue. Donc d'un côté, le point de vue de Serra sur la planète avec Léo et Agnès pour essayer de comprendre ce qui s'est passé, et de l'autre côté, le point de vue de Lila, qui se retrouve du coup sans sa meilleure amie dans la Cité du Ciel, qui ne comprend pas pourquoi la cité ne s'est pas détachée, et qui va un petit peu essayer de creuser pour voir s'il n'y aurait pas anguille sous roche. Cette alternance de point de vue, j'ai trouvé ça trop bien dans la narration, parce que du coup, on sait ce que chacune des deux personnages pense, ce que chacune découvre, on a toutes les clés nous, mais elles ne les ont pas. Et ça peut avoir un côté un peu frustrant de se dire mais nous on sait, mais les personnages ne le savent pas. Mais d'un autre côté, moi j'ai trouvé que c'était une très bonne façon d'amener le récit, et surtout d'amener les clés et la résolution finale de la duologie. C'est quelque chose que j'ai beaucoup apprécié comme narration, et honnêtement je les ai dévorés les deux. En plus de ça, la plume de l'autrice du coup est hyper addictive, un vrai plaisir de lire. Je sais que c'est elle qui a aussi écrit la trilogie Le Joyau, il me semble, que j'ai pas lu. Un jour peut-être je la lirai. Alors petit point en plus pour cette biologie, il y a de la représentation lesbienne, puisqu'effectivement les Céruléennes ne vivent qu'entre femmes, elles forment des triades, donc il y a aussi représentation polyamoureuse dans ce roman, et c'est vraiment une façon de faire que j'ai beaucoup aimé, et une façon de l'amener que j'ai trouvé trop chouette, ça fait vraiment sens dans l'histoire, donc franchement, let's go. Je voulais ensuite vous parler d'une trilogie, donc là je n'ai que les deux premiers tomes, je ne me suis pas encore procuré le troisième tome. Il s'agit de la trilogie Leiden de Julie Muller-Volb. Là ce sont aux éditions Nouvelle Plume. Il faut savoir que depuis, l'autrice a récupéré les droits d'auteur sur ses œuvres et les auto-édite maintenant. Donc pareil, le troisième tome est auto-édité et les deux premiers tomes ont été réédités via auto-édition pour matcher avec le troisième. Je vous mettrai le lien de l'autrice dans la barre d'infos si vous souhaitez aller voir et vous procurer ces romans, parce qu'honnêtement, ils valent largement le détour. Il s'agit encore une fois d'une saga fantasy autour des 4 éléments, ce que j'ai trouvé hyper cool parce que je l'ai pas souvent vu. Tout du moins dans ma vie de lectrice, je ne l'ai pas souvent vu. On suit Mila qui a 17 ans et qui vit une vie tout à fait paisible et tranquille avec sa grande sœur Ellie. Et tout se passait bien jusqu'au jour où une jeune fille complètement affaiblie, déboussolée, débarque en trombe chez elle. Cette jeune femme a l'air de bien connaître la sœur de Mila, et d'ailleurs Ellie était un petit peu impressionnée et perturbée de voir que cette femme de son passé arrive. D'ailleurs, peu de temps après cette rencontre-là, Ellie disparaît purement et simplement sans laisser de traces, et donc Mila va devoir essayer de comprendre où est passée sa sœur pour la retrouver et lui poser des questions, puisque elle se rend bien compte que sa sœur lui a pas mal menti dans sa vie et qu'il y a beaucoup de choses qu'elle ne sait pas et qu'il est temps qu'elle comprenne. Elle va donc être accompagnée par Jérémia, un sapeur-pompier qu'elle vient de rencontrer, et qui va donc l'accompagner pour l'aider à démêler un petit peu les clés du passé et essayer de comprendre qui est Ellie, quel est son secret et du coup qui est Mila. Si le pitch de l'histoire est assez classique, honnêtement je l'ai trouvé hyper addictif. Le premier tome je l'avais vraiment dévoré, j'avais mis un peu plus de temps à lire le deuxième mais il est très cool aussi, mais j'avais vraiment dévoré ce tome là que j'avais trouvé trop cool. J'ai trop aimé le côté fantasy autour des 4 éléments et autour des nymphes, puisqu'il s'agit donc pas de sorciers, de sorcières, de fées, machin, il s'agit vraiment de nymphes au sens de la mythologie grecque. J'ai trop aimé du coup que ce soit de ce point-là, avec les éléments, leurs attributs, comment ils interagissent les uns entre les autres, quel pouvoir ils apportent du coup aux nymphes selon l'élément qui leur est rattaché. Ça là-dessus j'ai trop kiffé, le world building j'ai trop kiffé, la mythologie dedans, pareil, un vrai coup de cœur. Les personnages sont hyper attachants, on a envie de les suivre dans leur aventure et de comprendre avec eux d'où vient Mila, d'où vient Ellie, quel est ce monde un petit peu spécial qu'ils découvrent, quelles sont les origines des personnages. On a vraiment envie de suivre ça avec eux, et vu qu'on est du point de vue de Mila, on suit vraiment tout petit à petit. Il n'y a pas moyen d'avoir des clés ou quoi que ce soit en avance par rapport au personnage, on est vraiment en même temps qu'eux. C'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé, c'est un système de narration que j'adore. Vous voulez une fantasy qui soit vraiment pas prise de tête, une fantasy young adulte du coup, qui soit vraiment pas prise de tête, qui soit hyper tranquille, hyper douce et hyper intéressante, foncez parce que franchement trop bien, et en plus de ça vous soutiendrez une autrice auto-éditée et ça fait toujours plaisir. Place maintenant à la trilogie de La Faucheuse de Neil Shusterman, éditée aux éditions La Collection R, qui est une saga, une trilogie on va dire un petit peu dystopie, presque science-fiction, parce qu'il y a un côté très technologie poussée dedans, mais ça reste de la dystopie parce qu'on est dans un monde un peu pas post-apocalyptique mais vraiment un futur très avancé quoi.
Pour ce qui est du pitch, on se retrouve donc dans un monde où l'humanité a réussi à éradiquer la mort, donc que ce soit en empêchant les gens de vieillir et de mourir ou que ce soit en ressuscitant ceux qui sont morts tout simplement. C'est d'ailleurs permis grâce au progrès technologique du cloud qui est devenu le Thunderhead et qui gère absolument toute la vie des humains, ils sont tranquilles, pas de questions à se poser, le Thunderhead est là pour tout gérer et tout faire pour eux. Et bon, si effectivement les gens ne meurent plus, il y a des risques de surpopulation, et donc pour éviter ça est mis en place la communauté des faucheurs, qui sont les seules personnes en fait autorisées à supprimer purement et simplement les autres êtres humains. Donc ils répondent à un code très très strict, ils doivent glaner les personnes sans a priori, sans quoi que ce soit, ça doit vraiment être dans des règles morales et neutres le plus possible. Et c'est dans ce cadre-là qu'on va suivre Rowan et Citra qui se font embarquer par le maître Faraday en tant qu'apprenti faucheur. Ils vont donc apprendre toutes les ficelles de ce métier. J'imagine qu'on peut dire métier dans le cadre de... Voilà. Et à la fin, il n'y aura qu'un seul des deux qui pourra être proclamé faucheur, et d'ailleurs son premier acte en tant que faucheur sera de faucher l'autre. Le gros point positif de cette trilogie, c'est la dystopie en fait qui est développée, puisque c'est une dystopie un peu particulière. Il n'est pas question d'un monde avec une dictature ou de gens qui doivent s'entretuer ou de factions ou je sais quoi. C'est vraiment un peu différent de ce qu'on trouve, puisque là, enfin, les gens vivent leur vie de manière tout à fait lambda. C'est juste qu'ils ne meurent plus et que c'est d'autres personnes qui doivent s'occuper de les glaner, de les glaner et donc de les supprimer. C'est un système de dystopie qui est vraiment hyper intéressant et hyper original. Moi, je n'avais jamais vu ça ailleurs. Et pour moi, c'était vraiment le gros point fort de cette histoire-là. L'histoire est super bien menée, toutes les intrigues et les problématiques qui sont soulevées dans le roman sont hyper bien exploitées et c'est trop agréable de poursuivre toutes les intrigues lancées, d'avoir une fin et surtout de se rendre compte que certaines problématiques, notamment au niveau de l'abus de pouvoir, exploitées dans le roman, sont en fait des problématiques qu'on peut retrouver encore aujourd'hui, donc grosse critique de la société, même actuelle. Cette saga, elle m'a mindfuck à pas mal de moments, mais franchement, c'était un vrai délice à lire et à découvrir, et honnêtement, je pense que je la relirai parce que incroyable cette saga, incroyable. Et je vous la conseille si vous aimez la dystopie et le côté un peu science-fiction, honnêtement, grosse pépite. Et enfin, la dernière biologie dont je voulais vous parler, il s'agit de la biologie animale de Victor Dixon qui est édité chez Gallimard. Donc moi je l'ai lu en numérique, donc je n'ai pas les exemplaires physiques sur moi. C'est une biologie réécriture de contes. Le premier tome est une réécriture de Boucle d'Or et le second tome est une réécriture de La Reine des Neiges. Et honnêtement, quel coup de cœur cette biologie. Et du résumé dans le premier tome et dans le second d'ailleurs, dans les deux cas on suit la même personne. On suit Blonde, qui est une jeune fille de 17 ans, qui a toujours vécu en couvent, accompagnée des sœurs et des autres jeunes filles qui sont là en formation dans l'attente de trouver un bon parti pour se marier. Blonde sait qu'elle ne peut prétendre à ce destin-là, mais honnêtement, elle en a un petit peu rien à taper, elle veut juste être tranquille dans son coin. Et les choses commencent un petit peu à changer, s'envenimer pour elle, quand elle fait preuve de comportement et de réaction plus qu'inhabituels au vu de son caractère et de son tempérament normal. Et d'ailleurs, ça commence à soulever quelques questions, notamment pourquoi est-ce qu'elle est toujours couverte, pourquoi elle ne peut jamais aller au soleil, pourquoi elle est toujours dans des endroits un petit peu humides, froids, etc. Beaucoup de questions qui sont soulevées, et il est temps pour elle d'obtenir toutes les réponses, que ce soit les réponses sur qui elle est, son passé, ses parents, et surtout l'héritage un peu mystique qui coule dans ses veines. Déjà, j'ai découvert la plume de Victor Dixon avec cette biologie-là, et j'avais trop aimé ce mec pour raconter les histoires, a un talent dingue. Encore plus, je trouve, pour les réécritures de contes, parce que les seules autres œuvres que j'ai lues de lui pour le moment, c'est Phobos. Et honnêtement, je trouve qu'en qualité d'écriture, j'ai préféré Animal à Phobos, mais après, c'est moi que ça engage. Il y a un petit côté un peu fantasy historique, puisque l'histoire prend place à la chute de Napoléon. Il y a plein de petits éléments un peu historiques, vrais, réels en fait, qui sont vraiment produits, qui rajoutent vraiment du piquant et limite du réel dans cette histoire qui est pourtant de l'imaginaire, hein, purement et simplement, c'est de la fantaisie imaginaire. En plus, ici, la réécriture de Boucle d'Or se mêle à la mythologie scandinave, ce que j'ai personnellement adoré, parce que j'adore la mythologie scandinave, c'est comme la mythologie grecque, ça fait un peu partie de ma vie. Et là, avoir ce mélange entre les deux, c'était super. En plus de ça, dans la duologie, on explore le Danemark, la Laponie, la France forcément, et l'Italie également. On est loin d'avoir à faire un petit conte tout doux, tout mignon, bien au contraire, il y a certaines scènes qui sont relativement violentes dans cette biologie, mais honnêtement, quel plaisir ça a été de la découvrir et de la lire, et surtout de découvrir la plume de Victor Dixon. Et ben voilà, on a fait le tour de ma petite sélection de ces livres dont personnellement je n'ai pas suffisamment entendu parler sur les réseaux, contrairement à d'autres livres. Honnêtement, je vous les recommande toutes à 100% si jamais vous voulez lire d'autres choses qui sont un peu moins connues, un peu moins mises en avant que ce qu'on retrouve sur les réseaux maintenant. N'hésitez pas vous à me dire quelles sont ces œuvres un petit peu peu connues
qui ont été pour vous des grosses pépites et qui mériteraient d'être plus mis en avant, parce que vous faites-moi des recommandations, je veux en lire plus, en voir plus, c'est toujours un plaisir. Si vous souhaitez me rejoindre sur les réseaux sociaux, donc que ce soit Instagram ou TikTok, ils sont juste là et en barre d'infos, n'hésitez pas à aller checker ce que je fais comme petites bêtises ailleurs que sur YouTube. Si vous souhaitez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo et à activer la cloche de notification pour être tenu informé des prochaines sorties de vidéos. Généralement, je poste tous les dimanches matin, donc ça devrait aller pour vous accompagner avec le café, le petit-déj, le brunch du week-end. Sur ce, je vais vous laisser. Je vous souhaite de très belles lectures. Prenez soin de vous et on se retrouve la semaine prochaine. Ciao, ciao!